Le stress au travail, un défi collectif. C'est le thème principal de cette édition 2016 de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Selon un rapport du Bureau international du travail, 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. Aujourd'hui, de nombreux travailleurs ressentent une forte pression pour répondre aux exigences de la vie professionnelle moderne. Les risques psychosociaux comme la concurrence accrue, les attentes plus élevées sur les performances et de longues heures de travail contribuent à ce que le lieu de travail devienne un environnement toujours plus stressant. Avec le rythme de travail dicté par des communications instantanées et des niveaux élevés de concurrence mondiale, les lignes de séparation entre le travail et la vie privée sont de plus en plus difficiles à identifier. Le stress lié au travail est désormais généralement reconnu comme un problème mondial affectant tous les pays, toutes les professions et tous les travailleurs, tant dans les pays développés qu'en développement. Dans ce contexte complexe, le lieu de travail est une source importante de risques psychosociaux et en même temps le lieu idéal pour faire face afin de protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Le principal objectif de cette journée étant de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. Car depuis 2003, le BIT a entrepris d'observer une journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en mettant l'accent sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, tirant parti de ce qui fait traditionnellement la force de l'organisation, à savoir le tripartisme et le dialogue social. Sur ce, plus de 100 pays participeront à la célébration de cette journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en organisant des manifestations et activités spéciales dans ce cadre, afin que, conjointement, l'OMS et le BIT unissent leurs forces pour promouvoir et renforcer leur coopération au niveau national entre les ministères du Travail et ceux de la santé, de même qu'avec les milieux d'affaires, les organisations des travailleurs, des employeurs et d'autres acteurs de la société civile pour diminuer le risque des accidents du travail. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne des résolutions prises lors de la tenue à Yaoundé de la conférence annuelle 2015-2016 des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Zachary Pérévet, chef de ce département ministériel, avait alors confié à ses plus proches collaborateurs des missions allant dans le sens de l'orientation des formations professionnelles vers des secteurs dits porteurs de l'économie, vers des métiers dits porteurs. Voilà qui donne plein sens à cet atelier de sensibilisation des acteurs de la formation professionnelle sur les nouvelles orientations stratégiques de la formation, ouvert le 28 avril à Douala. On constate que généralement nous formons pour former. Or, il est question maintenant de former sur la demande, de former par rapport aux besoins du système de production. Et ce n'est qu'en tenant compte des exigences et des besoins du système de formation, de production, que nous pourrions former des apprenants aptes donc à s'insérer dans ce secteur-là. Par ricochet, former dans ce secteur veut dire impliquer tous les acteurs, les entreprises, les organisations professionnelles, les promoteurs de structures, les mettre ensemble dans une synergie d'action pour mieux adresser la question du chômage et du sous-emploi. Et c'est pour mieux ressortir l'importance de ces nouvelles orientations stratégiques de la formation que des experts triés au volet vont offrir aux participants des exposés portant notamment sur la formation professionnelle et les secteurs porteurs pourvoyeurs d'emploi, ainsi que l'importance du partenariat en formation professionnelle. L'exposé intitulé « Guide pour une meilleure gestion entrepreneuriale des centres de formation professionnelle » viendra mettre un terme à cette série qui, en un mot comme en mille, renseigne que les formations professionnelles doivent être faites en adéquation avec les besoins réels des secteurs de production. Je recrute qui je veux, je paye qui je veux, et si l'employé n'est pas content, qu'il aille se plaindre à l'inspection du travail, a-t-on souvent coutume d'entendre dire ces employeurs.
Tels sont généralement les propos des promoteurs des entreprises leaders du travail indécent au Cameroun. Dans ces milieux, les contrats sont généralement verbaux, les salaires remis sans aucun bulletin de paie et sans aucune affiliation à la CNPS. Bref, les actions à main levée y sont courantes. Il n'est pas aussi rare de rencontrer des structures où l'employeur peine sous le joug d'un cumul de fonctions générées par sa propre cupidité. Il est directeur, chef de personnel, responsable des ressources humaines, trésorier, secrétaire, voire vigile. Et comme si cela ne suffisait pas, les salaires ridicules ne sont généralement obtenus que sous la forte pression des employés, tenus dans l'étau d'un temps éternel de travail défiant la norme. Il faut revoir les choses. Ici, vous avez le contrat de travail, on fait le contrat de travail de gré à gré. Vous y croyez-vous? Pendant que les autres sont dans la même entreprise que vous, avec beaucoup d'avantages. Les autres sont là à contrat indéterminé, ils signent, comment on appelle ça, les vacations, agents temporaires, 20 ans, 25 ans, ils sont là. Alors, pour manifester leur mécontentement, il n'est pas rare de voir des employés qui descendent dans la rue, posent des barricades, brandissent des pancartes, à défaut de séquestrer le patron ou sa progéniture. Difficile, dans ce contexte, de trouver un emploi décent au Cameroun. Une situation générée par une corruption multiforme qui, selon certains observateurs, donne naissance au contre-emploi ou au travail informel. Le secteur informel, la maman qui nous vend les beignets au quartier tous les jours, pourquoi qu'elle ne travaille pas? Autant de choses. Et vous parlez de travail? Non, ce n'est pas ça. On entend par travail décent une activité exercée dans les conditions de sécurité, de sûreté, de santé, de salubrité et de durée raisonnable. Un travail décent est celui qui ne porte atteinte ni à la dignité, ni à l'honneur du travailleur et qui permet à ce dernier de s'épanouir spirituellement et matériellement. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout moyen de protection sociale. Un travail décent est donc également celui qui est sanctionné par une juste rémunération susceptible de favoriser le bien-être socio-économique du travailleur. Il repose sur 4 piliers. Un emploi productif pour une entreprise durable, une protection sociale et une sécurité sociale pour tous, un respect des normes et droits fondamentaux du travail, la négociation collective incluant l'égalité des sexes. Mais on en est encore bien loin. Plus que jamais, la problématique du travail décent au Cameroun reste une question sérieuse, surtout qu'elle entre dans la thématique de la 130e édition de la Fête internationale du travail qui se célèbre ce 1er mai 2016. Organiser sans anicroche l'ensemble des examens et concours relevant du ministère de l'Éducation de base pour le compte de la session 2016, c'est l'objectif des assises de Yaoundé qui regroupe les délégués départementaux de l'éducation de base et les sous-directeurs des examens et concours des 10 délégations régionales de l'éducation de base. Il sera question de les outiller en technique et nouvelles dispositions contenues dans la circulaire ministérielle relative à la bonne organisation des examens et concours de la session 2016. Il sera par ailleurs question d'entretenir les participants sur les méthodes d'élaboration des budgets prévisionnels harmonisés et leur apprendre à effectuer des dépenses conformes au budget prévisionnel assorties d'une traçabilité au moyen des pièces justificatives. Le présent atelier se veut une opportunité pour les participants de maîtriser la confection des bilans financiers en cohérence avec les budgets prévisionnels et offre un cadre pour la maîtrise des techniques d'installation et d'utilisation du logiciel des examens. L'enjeu de l'avis des organisateurs est de maintenir la crédibilité de ces examens et réduire les déperditions financières liées à leur organisation. Les travaux qui se déroulent en commission avec des débats en plénière entendent doter les acteurs de la chaîne des examens des outils qui guideront leur action de l'affichage des listes des candidats à la proclamation des résultats du CEP et du concours d'entrée en 6e pour le système francophone. Pareillement pour le système anglophone, pour lequel les élèves feront face au First School Living Certificate et au Common Entrance.
En procédant à l'installation d'Ernest Samuel Christian Ebele à la tête du département du Djamaré, le gouverneur de la région de l'extrême nord lui a prescrit une feuille de route bien pleine dans laquelle se trouve en bonne place la lutte contre l'insécurité et le désordre urbain. Actualité oblige, le gouverneur a invité le nouveau préfet à veiller à l'application des mesures de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Autre mission à lui assigner, l'encadrement des chefs traditionnels et des mototaximènes et la lutte acharnée contre le désordre urbain. Votre action devra à tout moment être guidée par le triptyque la loi, ordre et développement, 3 facteurs indissociables pour le bien-être des populations, a recommandé Midiawa Bakari. Les dispositions intellectuelles et la riche expérience professionnelle du nouveau patron du Djamaré sont des atouts qui le prédisposent à la réussite de cette mission dans ce département qui fait face à de nombreux problèmes. Le nouveau préfet du Djamaré est un fonctionnaire reconnu à la tâche. Né le 4 septembre 1971, il commence son parcours professionnel en janvier 2001. Il était avant le 5 avril dernier, date de sa nomination, préfet du département du Ndé dans la région de l'Ouest. Dans le Djamaré qu'il accueille, il remplace Ernest Ewango Boudou qui, après un travail remarquable, vient d'être muté à la tête du département des Baboutos. C'est dans une ambiance surchauffée que l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue régionale du football littoral se tient. Déjà à la lecture de l'ordre du jour, les premières voix se font entendre. Quand vous parlez par exemple des clubs qui ne sont pas affiliés, ça a combien la décision de voir tout ça de la chose. Je vais le dire avec conviction. Je voulais donc vous exhorter à travailler, à continuer dans la ténérité et surtout dans la convivialité pour que vive la Ligue régionale. Toutefois, quelques minutes plus tard, les travaux vont démarrer dans la salle. On débat. L'objectif pour les membres de cette Assemblée générale, poser les bases de l'Assemblée générale élective prévue dans quelques semaines. Depuis la démission de l'ex-président Joseph Pierre Batamak, la tête de la Ligue régionale du football du littoral est intérimaire. Du coup, pour occuper pleinement le poste, plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de Jacques Essomben Doubet, jusqu'ici président par intérim. Le nom de Louis Bekek, le président du club mythique Puma FC, est aussi avancé. La date officielle de l'élection du futur président sera donnée par la Fédération camerounaise de football. Certains parlent de la fin du mois de juin, mais de manière officielle, rien n'est encore indiqué.